Aujourd'hui, nous allons parler de ce monument qui représente la France et notamment Paris à l'étranger. Je veux bien sûr parler de la fameuse Tour Eiffel, située aujourd'hui dans le 7e arrondissement de Paris, sur la place du Champ de Mars, en face du palais du Trocadéro. C'est peu avant 1889 que l'ingénieur Gustave Eiffel ainsi que son équipe imaginent construire une tour de plus de 300 mètres de haut, ce qui correspond à l'époque à un défi majeur, car cette construction deviendrait dès lors la plus haute tour du monde. Gustave Eiffel, qui donnera son nom à la tour, est un ingénieur reconnu, notamment grâce à son travail de réalisation du viaduc de Garabit. C'est aussi lui qui réalisa la structure métallique interne de la fameuse Statue de la Liberté de Bartholdi, qui sera livrée aux États-Unis. Il participera aussi, après l'édification de la Tour Eiffel, aux travaux sur les écluses du gigantesque canal de Panama, ce qui lui vaudra d'ailleurs des soucis avec la justice, alors que dans les faits, il n'est pas mêlé au scandale financier lié à la construction du canal. Revenons à la tour. À l'époque, Eiffel sait que l'exposition universelle aura lieu à Paris en 1889, marquant le centenaire de la Révolution française. Il a donc imaginé un ouvrage capable de marquer le monde. Pour rappel, une exposition universelle est un événement régi par le Bureau international des expositions créé au milieu du XIXe siècle pour présenter des réalisations technologiques, industrielles et techniques des différentes nations. Elle est organisée plus ou moins tous les 4 ans et représente une vitrine technologique, tout en mettant en valeur la culture des pays. Des investisseurs y montrent leurs produits en espérant recevoir des prix, se faire connaître et gagner de l'argent. Alors, pourquoi cette tour a-t-elle été construite ? Gustave Eiffel fut très habile, car à l'époque, d'autres personnes veulent aussi réaliser un ouvrage lors de cette exposition, comme Bourdet, l'architecte du palais du Trocadéro, qui imagine une tour de 300 mètres de granit avec un phare à son sommet. Eiffel va alors user de ses influences au sein du gouvernement, et notamment auprès du ministre du Commerce et de l'Industrie, Édouard Locroix. Le ministre lance donc un concours où une tour de structure métallique de plus de 300 mètres devrait être construite pour cette même exposition de 1889. La construction devra durer 20 ans. Eiffel a donc écarté son rival Bourdet. Parmi les 107 projets présentés, c'est celui de Gustave Eiffel, entrepreneur, des ingénieurs Maurice Koechlin et Émile Nouguier et de l'architecte Stéphane Sauvestre qui est retenu. Ainsi, les ingénieurs offrent une première version de la tour qui évoluera tout au long des études préliminaires. La construction de la tour commence en été 1886. Et les études de sol montrent que celui-ci est instable à cause de la présence de la Seine non loin du chantier. Le terrain se révèle marécageux côté fleuve. Eiffel décide donc de creuser en utilisant des caissons pressurisés. Ce procédé n'est pas vu d'un très bon œil car le coût initial du projet augmente. Eiffel le prendra en charge à ses frais. Le ministre Locroix ira jusqu'à descendre lui-même dans un de ces caissons pour prouver que tout est bien opérationnel. La construction naissante de la tour, des artistes se mettent même à protester quant à son édification. Ainsi, le 14 février 1887, publié dans le journal Le Temps, cette protestation contre la tour de M. Eiffel est adressée à M. Alphand, directeur des travaux de l'exposition. Elle est signée de quelques grands noms du monde des lettres et des arts de l'époque. Charles Gounod, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas fils, Charles Garnier et d'autres. Cela n'empêche pas Eiffel de continuer sa tour. Le montage des piles commence le 1er juillet 1887 pour s'achever 21 mois plus tard. Il n'aura fallu que 5 mois pour construire les fondations et 21 mois pour réaliser le montage de la partie métallique de la tour. C'est une vitesse record pour l'époque. Le montage de la tour est une merveille de précision, comme s'accordent à le reconnaître tous les témoins de l'époque. Commencé en janvier 1887, le chantier s'achève le 31 mars 1889. Gustave Eiffel est décoré de la Légion d'honneur sur les 3 plateformes du sommet. Preuve de son succès, pendant l'exposition de 1889, parmi les visiteurs, on comptera 1 953 122 personnes qui viennent découvrir la tour Eiffel, soit près de 12 000 par jour. La tour connaît donc un succès immédiat. Dès la première semaine, on accueille même jusqu'à 30 000 visiteurs. Pendant l'exposition,
La tour Eiffel s'illumine tous les soirs de la lumière de centaines de becs de gaz protégés par des globes opalins. On y trouve même un phare tricolore logé dans le campanile et qui envoie sur Paris 3 signaux de lumière, bleu, blanc et rouge. On y trouvera aussi des boutiques de toutes sortes, des ventes d'objets souvenirs, boutiques de luxe et restaurants. Destinée à ne durer que 20 ans, la tour n'a plus le succès des débuts. Elle fut sauvée cependant par les expériences scientifiques qu'Eiffel favorisa, et en particulier les premières transmissions radiographiques et les premières télécommunications. On y trouvera notamment une station météorologique en 1889, une antenne hertzienne en 1898 qui réalise une communication téléphonique entre la tour et le Panthéon, une antenne télégraphique et un poste de radio militaire dès 1903. On y trouvera aussi un laboratoire d'aérodynamisme en 1909. En 1910, les autorités comprennent qu'il ne faut pas démonter la tour et prolongent la concession pour les 70 années à suivre au profit de Gustave Eiffel. L'utilité de la tour pour intercepter les transmissions allemandes lors de la Première Guerre mondiale aura définitivement scellé son avenir. C'est la fameuse contre-offensive des taxis de la main. Sans la tour, la guerre aurait pu prendre une autre tournure. Plus récemment, on trouvera aussi la première émission de radio publique en 1925, puis la télévision, jusqu'à la TNT plus récemment. De par sa hauteur et sa silhouette unique au monde, dans le paysage parisien, la tour Eiffel s'est vite imposée comme une des attractions les plus courues de Paris. Le destin de la tour est étroitement lié à celui de la ville de Paris, qui est la capitale de la France et propriétaire de la tour Eiffel. Dès sa naissance, la tour a concentré l'attention et elle a été le théâtre de nombreux événements de la vie parisienne et française. On pense notamment aux grandioses feux d'artifice du 14 juillet, marquant la fête nationale française. On pense aussi aux événements d'ampleur nationale ou encore à de grands exploits sportifs. Elle a aussi changé souvent de couleur. Rouge au départ pour éviter la rouille, ocre en 1892, jaune en 1899, avec un dégradé allant du jaune-orange à la base au jaune clair au sommet. De 1907 à 1954, on aura aussi un jaune-brun, puis en 1968, un rouge-brun. Il faut bien comprendre que pour la repeindre intégralement, il faut presque 60 tonnes de peinture et surtout 50 ouvriers quotidiennement qui peignent à la main. Une campagne de peinture peut durer entre 1 an et demi et 3 ans, et ce, tous les 7 ans. Visible en tout point dans Paris et dans ses environs, la tour Eiffel est photographiée, dessinée, filmée, modélisée en toutes circonstances. Elle est le monument que tous les visiteurs à Paris photographient le plus. Elle a pris place tout naturellement comme symbole de la France et symbole parisien dans l'imaginaire collectif. Au cinéma, dans les arts graphiques, mais aussi en littérature et en poésie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt. Ciao!